Les données, c'est très difficile de les faire passer. Les systèmes d'information sont très différents d'un laboratoire à l'autre. À l'hôpital, il y a tout un cloisonnement entre différents systèmes d'information et les données, on a beaucoup de mal à les rendre communes. L'interopérabilité, c'est faire en sorte qu'elles soient tellement standards et équivalentes dans les différents systèmes d'information que la saisie qui est faite par une personne bénéficie à toutes les autres, qu'on ne ressaisisse pas, et au-delà, qu'elle soit actualisée à chaque fois qu'il y a besoin de le faire, et que donc l'hôpital ait toujours cette bonne donnée fiable, sûre, pour baser son travail. Merci d'avoir choisi de venir dès le début de cet événement de l'université e-santé, et puis d'avoir choisi de voir cette table ronde sur notre sujet de l'interopérabilité sur les SI de gestion. En l'occurrence, donc, nous allons essayer de répondre à la question comment fiabiliser les données santé, optimiser leur gestion, dématérialiser les échanges et donc de traiter d'une manière générale du sujet de interopérabilité des données et SI de gestion. Nous aurons au fur et à mesure des présentations donc Thierry Amadieu qui est le leader en France de la démarche PEPPOL, de la démarche européenne liée à la dématérialisation d'une manière générale dans les services publics, et Thierry nous dira ce qu'est PEPPOL et toute la dynamique qui s'en déduit. Nous aurons Joël Gosse qui est à la fois au CHRU Montpellier, mais aussi l'un des leaders de toute la dynamique UniHA, c'est-à-dire le groupement de tous les CHU de France et tout le travail pour fédérer ce qui se passe autour des hôpitaux. Nous aurons Guillaume Lepeu qui est la personne chez Bebron qui s'occupe des relations avec l'hôpital, et Franck Noguero qui est la personne qui fait la même fonction au laboratoire Pierre Fabre. Il était prévu d'avoir Loïc Roland qui est le pharmacien de l'hôpital de Cahors et qui est le leader du groupement Garonne qui fait tous les hôpitaux de Midi-Pyrénées sauf le CHU. Hélas, il a dû déclarer forfait pour aujourd'hui, il ne pouvait pas nous rejoindre. Et donc je suis François Versini, le dirigeant de la société Cartena, qui a amené des solutions techniques pour rendre possible les échanges de données dont nous allons parler tout au long de cette présentation. En fait, on en parlait tous les cinq en préparant cette présentation. De fait, on a envie de remercier les organisateurs de cet événement ici, de l'université e-santé, de la Technopole Castres-Mazamet, des gens de l'ISIS qui participent, parce qu'en général, quand on parle de e-santé, quand on parle de interopérabilité, on pense d'abord à tout ce qui se passe en termes de télémédecine, d'hospitalisation à domicile. Il y a de plus en plus d'actions qui se font en ce sens, et donc c'est le travail qui se passe autour de la Technopole Castres-Mazamet, de l'ISIS, d'arriver à faire en sorte qu'il soit possible de plus en plus de guérir à distance, d'avoir des possibilités pour qu'une personne reste chez elle plutôt qu'être à l'hôpital et dispose depuis chez elle de tous les liens informatiques, soit avec l'hôpital, soit avec la médecine de ville. Et en général, le focus de ce qu'on appelle la e-santé et de ce qu'on appelle l'interopérabilité est sur ces choses-là. Et en l'occurrence, j'ai proposé il y a quelques mois aux organisateurs de cet événement que nous ayons un morceau de l'événement qui soit consacré non plus à cette interopérabilité des données directement liées à la médecine, mais en fait à l'interopérabilité des systèmes de gestion, tout ce qui se passe autour des appels d'offres et surtout de l'exécution des appels d'offres, c'est-à-dire tous ces échanges qu'il faudrait optimiser entre l'hôpital et ses fournisseurs
de façon à ce que les données qui sont saisies par l'un soient utilisables directement par l'autre. Le premier focus, comme vous le verrez, c'est déjà d'optimiser toute la chaîne de commandes et de factures, donc d'arriver à ce que les données du fournisseur soient présentes à l'hôpital et qu'elles soient tellement bien gérées de façon synchronisée qu'on puisse faire des commandes et des factures, on en parlera bien sûr. Mais au-delà, énormément de données du produit, que ce soit un médicament ou un dispositif médical, ont à être saisies dans les systèmes informatiques des hôpitaux. On verra par de multiples exemples que pour l'instant, des données qui passent automatiquement du fournisseur à l'hôpital, ça se compte en unités ou en dizaines, c'est très peu. Donc en fait, l'hôpital a des armées de gens qui rentrent des données avec une certaine incertitude de si elles sont parfaites et en tout cas une incapacité totale à actualiser ces données par la suite. Donc on a un transfert de données du fournisseur à l'hôpital qui est extrêmement limité et qui pose tout un ensemble de problèmes puisque derrière, le pharmacien de l'hôpital, les médecins qui interviennent, aimeraient bien avoir ces informations sûres et qu'elles soient actualisées. Et pour l'instant, des solutions, eh bien, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et puis on est à un tournant qui fait que maintenant, on va pouvoir permettre cette chose-là. Le tournant, il est double. Il est à la fois que de plus en plus des solutions ont été créées au niveau international pour que les gens de l'industrie et les gens du système de santé, avec les hôpitaux, les cliniques, puissent travailler sur des données communes. Et pour ça, il y a des standards internationaux. Il y a en particulier le standard JS1 avec les codes à barres, les formats de commandes et factures qui sont là. De plus en plus des systèmes de classification. Et je citerai en particulier le plus complet de tous qui s'appelle eClass. Des travaux santé qui se passent pour que justement ce qui se passe dans les labos et ce qui se passe dans les hôpitaux soit de plus en plus cohérent. Le standard fondamental de l'hôpital, c'est HL7. Côté labo, Bridge est en train de faire un pont entre toutes les données qui sont utilisées par les différentes fonctions des industriels. Et de plus en plus, nous assistons à une convergence vers des standards qui seront à l'intérieur de normes ISO. Et donc, il y aura du ISO dans la santé. Hein, c'est quelque chose que tout le monde n'accueillait pas forcément avec plaisir. Et donc, il y a eu des freins pour ça. Mais c'est en train de se faire. Et de plus en plus, nous avons des standards qui enfin vont permettre que les données saisies par les uns soient utilisées par les autres, que quand elles ont à être actualisées, elles puissent être actualisées, et que donc les gens puissent travailler ensemble, et que le travail des uns profite au travail des autres. Et cela, bien sûr, d'une part est possible grâce aux standards, et on en verra quelques exemples dans l'heure qui vient. Ça sera aussi possible grâce à des programmes de déploiement, c'est-à-dire des moments où des gens, soit à Paris, soit à Bruxelles, soit dans des consortiums mondiaux, se mettent d'accord sur des dynamiques de façon à ce qu'on teste des façons de travailler ensemble, qu'on en fasse des standards et des normes et que derrière ça se déploie. Et en particulier, nous commencerons par le programme PEPOL pour expliquer ce qui est en train de se passer, poussé par la Commission européenne et qui est en fait l'occasion manifeste que nous arrivions à faire converger les travaux et réaliser cette interopérabilité dont je vous ai parlé. Donc nous parlons de PEPOL et puis nous parlerons de pilotes PEPOL qui ont été faits. Donc ce n'est pas un hasard si nous avons à cette table les intervenants que je vous ai présentés rapidement et qui rediront 2-3 mots bien sûr chaque fois qu'ils interviendront. Un pilote a été réalisé pour des échanges de données entre Bebron et le CHRU de Montpellier. Donc nous avons ici les deux personnes qui ont été centrales dans ce pilote et donc qui sont particulièrement intéressées par cette dématérialisation. Un autre pilote est en train de se faire entre le groupement Garonne, centré sur Cahors, et Pierre Fabre, d'où la présence du représentant de Pierre Fabre. Et un autre pilote est en train de se faire avec l'ARS Île-de-France, donc avec l'ensemble des hôpitaux Île-de-France. Et donc les solutions dont nous allons parler dans l'heure qui vient sont des solutions qui sont en train de se généraliser. La généralisation est la clé, bien évidemment, puisque c'est seulement si
c'est utilisé de façon large que ça sera crédible et que ça pourra se mettre en place absolument partout. Donc, juste, je redis cette relation entre les choses. L'interopérabilité dans la santé, c'est ce côté e-santé habituellement, télémédecine, etc. Par nature, pour le faire, il faut avoir des données déjà sur les produits qui sont là. Donc l'interopérabilité de données de gestion est absolument nécessaire. Et donc, le fait d'arriver à ce que les données des fournisseurs, que ce soit les laboratoires pharma ou les fabricants de dispositifs médicaux, puissent être synchronisées avec les hôpitaux, eh bien, c'est un des méga supports dont nous avons besoin aussi pour réussir la télémédecine et tout le travail, y compris à l'intérieur de l'hôpital, pour la qualité des soins. Même si là, nous allons parler de choses assez, entre guillemets, techniques, avec des données qui vont être dans des champs informatiques. Derrière, on sait très bien que c'est seulement quand ces données auront pu être optimisées dans chacun des systèmes d'information que tout un ensemble de processus allant vers la sécurité du patient, la qualité des soins, etc., qui sera rendu possible. Donc, on va parler de choses techniques et pourtant d'un levier majeur pour l'objectif même du système de santé en général. Voilà pour cette introduction. Donc, je vais passer la parole à Thierry Amadieu, qui va nous dire ce qu'est ce drôle de nom, PayPal. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière le nom PayPal? Merci François. Merci de m'offrir l'opportunité de parler un petit peu d'un projet et d'élargir tout de suite le débat à l'Europe, et non seulement sur une approche un peu théorique, mais aussi, vous allez voir qu'on va parler de choses très pratiques, puisque j'ai eu la chance, en tant que responsable du projet européen pour la France, de mettre en place, et c'est ce qui nous distingue un petit peu au niveau européen, de mettre en place un projet de catalogue électronique pour les hôpitaux. J'insiste là-dessus, puisque aujourd'hui, dans tout le consortium PayPal, alors PayPal, qui est un acronyme qui signifie Pan-European Public Procurement Online, donc traite, comme son nom l'indique, d'achat public, de marché public, de commandes, de factures. Voilà, c'est ça PayPal. L'idée de PayPal, c'est donc de couvrir en fait toutes les séquences d'approvisionnement. Par rapport à ce que vient d'être exposé par François Versini, je dirais que le sujet est plus restrictif, puisqu'on parle de choses qui sont liées à finalement des données de gestion. Or, ce qui est particulièrement passionnant dans le catalogue électronique, et notamment pour votre industrie, enfin l'industrie de santé, c'est que tout de suite, dès qu'on touche aux données de marché, eh bien on dit, mais après tout, les hôpitaux nous disent, mais après tout, ce serait bien aussi qu'on ait aussi des données qui intéressent l'offre de soins. Et on voit que tout ça est imbriqué. La conclusion à laquelle j'aboutis, je vais tout de suite à la conclusion pour vous faire gagner du temps, c'est qu'aujourd'hui, la sphère produit, puisqu'on parle de la sphère produit, est très liée à la sphère patient. Donc ce qui fait que, je dirais, l'intérêt de cet atelier autour de la dématérialisation des données, c'est de voir que finalement, il y a une imbrication des deux mondes. Et que sans le passage à l'électronique, il va devenir très difficile pour aussi bien les industriels que pour les hôpitaux de pouvoir gérer au quotidien la complexité de ces systèmes. Alors, qu'est-ce que PayPal ? Donc PayPal, en fait, c'est un projet de la Commission européenne qui vise à, comme je vous l'indiquais, faciliter donc les échanges, ce qu'on appelle l'e-procurement. Le i signifiant électronique, on trouve un petit peu partout. Alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il est un peu galvaudé et ça recouvre différents sujets. L'e-procurement, dans le sens de la Commission européenne, c'est depuis quasiment depuis l'avis de publicité, l'avis de publication d'un marché jusqu'à la liquidation de la facture et au paiement. Donc ça veut dire que ça couvre toute la chaîne d'approvisionnement. Alors un premier point important,
Vous avez tous entendu parler de dématérialisation. On dématérialise à peu près tout maintenant. Enfin, en tous les cas, on est en passe de le faire. La Commission européenne a fixé un cap en ce qui concerne l'e-procurement, donc l'achat public. C'est 2016. Donc l'objectif, c'est qu'en 2016, les principales centrales d'achat soient exclusivement en capacité de réception d'offres électroniques et de dématérialisation, donc de la chaîne. Alors 2016, c'est demain, c'est pas dans 10 ans, donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer. 2018, la deuxième échéance, c'est pour toutes les collectivités. Donc vous voyez que les collectivités suivent tout de suite derrière. Ça veut dire que les établissements hospitaliers vont être assez rapidement dans l'obligation de dématérialiser leur chaîne d'approvisionnement. Et je dirais que ça risque de se faire encore une fois à marche forcée. Au niveau français, il y a une transposition actuelle des directives qui est en train de s'opérer. L'échéancier va être à peu près respecté, d'après mes informations. Et donc vraisemblablement, tout va se mettre en place aux alentours de 2015-2016. Donc ce qui fait que c'est quand même demain. Tout ça, c'est pas simplement pour faire joli, hein, c'est aussi parce que derrière, il y a des enjeux financiers considérables. On estime qu'aujourd'hui, la commande publique en Europe européenne représente 2000 milliards d'euros par an. L'électronique peut faire gagner 5% sur ce montant. Donc 5%, faites le calcul, c'est 100 milliards d'euros. Vous imaginez que 100 milliards d'euros, c'est bon à prendre dans le contexte actuel. Donc ça, c'est effectivement les enjeux, les ambitions. Au niveau technique, donc PayPal a eu la mission de mettre en place deux choses. Des standards, parce que sans standards, comme l'indiquait François Versini, on ne peut pas fonctionner. Les systèmes ne se reconnaissent pas. Et savez-vous combien il y a de plateformes aujourd'hui qui traitent d'e-procurement en Europe? Une petite idée. Pour vous donner une petite idée, il y a 400 plateformes. Donc vous imaginez que 400 plateformes pour un opérateur économique, c'est tout simplement pas réaliste sans un minimum de standards pour faire fonctionner tout ça. Donc ça, c'est la première approche. Deuxième approche importante, c'est la mise en place d'un réseau sécurisé qui aujourd'hui fonctionne au travers de 60 points d'accès, donc répartis dans toute l'Europe, et qui permettent d'échanger de façon sécurisée des messages, donc c'est le petit schéma bleu ici, qui permettent d'échanger des messages, donc commandes, factures, catalogues, à travers donc ce réseau sécurisé. L'intérêt de ce réseau, c'est encore une fois d'offrir une capacité de raccordement simple de tous les établissements hospitaliers, des opérateurs économiques, pour éviter les coûts qui apparaissent souvent quand on est obligé de se raccorder à une solution d'e-procurement. Bien, donc deux grandes idées autour de PayPal, donc propagation des standards et un réseau européen sécurisé. Alors si je reviens sur le catalogue rapidement, parce que le temps file, le pilote e-catalogue pour les industries de santé, c'est une responsabilité française, et je vous l'ai dit. Notre objectif, c'est d'en faire un standard européen. Alors c'est peut-être un peu ambitieux, pas tant que ça finalement, puisque nous avons fait une présentation récemment à l'Université Paris-Descartes, et il y avait quelqu'un de la commission qui m'a dit c'est vraiment intéressant, et on va essayer d'avancer là-dessus. Donc ce qu'on fait en France est observé ailleurs, et la France aujourd'hui est le seul pays à travailler vraiment sur cette dématérialisation des catalogues électroniques pour la santé. Donc tant qu'à faire, puisqu'on est bien placé, autant que ce soit le même standard applicable à tout le monde, si on peut le faire. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a évoqué François Versini, c'est-à-dire la conformité aux standards GS1 notamment, qui est aujourd'hui quand même la référence internationale sur la partie données, et notamment données de santé, ISO, Bridge qui ont été évoqués. Garantir l'indépendance des acteurs, c'est aussi un point fondamental, je vous l'ai dit, grâce à un réseau ouvert et interopérable. Alors aussi, un point important à travers le projet PayPal, c'est qu'enfin, on s'est mis autour d'une table pour discuter. Alors ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai une petite critique, si je peux la formuler, c'est de dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux, enfin jusqu'alors, souvent les établissements hospitaliers ou, je dirais globalement, les acheteurs publics ont tendance à développer des solutions qui leur sont propres sans concertation avec les industriels. Et je dois dire qu'une des vertus de PayPal, c'est d'avoir mis autour d'une table les deux camps, et de dégager une concertation commune. Et c'est un peu le résultat de cette concertation qui vous est exposée aujourd'hui. Un constat, les données d'e-procurement sont
évidemment insuffisante pour traiter toute l'ambition que je viens de vous exposer. Aujourd'hui, on gère peut-être une vingtaine de données. Les besoins aujourd'hui des CHU, c'est plutôt 140 données. Et les capacités aujourd'hui des systèmes à emmagasiner ces données, c'est plutôt de l'ordre de 200 ou 300 données. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et puis bon, Cartena, François Versini, qui exposera par la suite donc l'intérêt de la solution. Rapidement, le pilote. Donc le pilote associait en fin 2012 le CHU de Montpellier et Bébronne. On a effectué la démonstration, et d'ailleurs on avait envisagé de le faire, je ne sais pas si ça se fera, mais la possibilité de vous faire une petite démonstration online de la solution, pour bien vous prouver que ça fonctionne. Il reste tout de même à faire l'intégration dans les différents SI, donc ça c'est encore un travail important. Et puis, comme vous l'indiquait également François Versini, d'autres pilotes aujourd'hui sont en cours de route, puisque on a démarré avec 3 hôpitaux de la région Île-de-France, avec le groupement Garonne aussi. Donc l'idée, c'est effectivement de disséminer le projet. Alors un petit schéma technique, juste pour vous comprendre comment ça se passe. Bon, on a d'un côté le fournisseur, Bébronne en l'occurrence. À l'autre bout, on a un hôpital. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on reçoit une notification de marché qui va nous permettre d'initier le flux de données. On va élaborer ce qu'on appelle un message donc, de catalogue vers les hôpitaux qui sollicitent donc des données par rapport à ce marché. On va contrôler la qualité des données, on va les transformer, les mettre dans un format. On va le faire transiter ce message via le réseau européen PEPPOL. Donc c'est vraiment, les tests ont été faits avec 2 points. Un point qui se situait en Danemark et un point qui se situait en France. Vous voyez qu'on passe vraiment par une couche technique. Et puis tout ça pour être transformé et acheminé vers le système de l'hôpital. Bien, donc je crois qu'on a vu je laisse la parole peut-être à... C'est terminé pour la partie PEPPOL. La suite, c'est Franck. Voilà. Donc Franck, je donne la parole à Franck Noguero qui va nous expliquer maintenant la vision du fournisseur par rapport à cette problématique. Donc pourquoi un fournisseur comme Pierre Fabre là s'intéresse à ça? C'est parce que en fait dans les étapes qu'on a à franchir pour arriver à élaborer un marché et je dirais ce suivi là, du marché avec un hôpital, c'est parfois assez compliqué. Donc en amont, c'est toute la phase, ce qui est présenté ici, appel d'offres, et ça permet, je dirais, à l'hôpital d'identifier avec quel fournisseur il va travailler selon les molécules là, dont cet hôpital a besoin. Donc il y a un échange d'informations. Pour la partie aval, donc ça correspond à l'exécution, au suivi là, du marché qu'il y a avec cet établissement. Donc là, il y a des échanges de données beaucoup plus importants et qui vont se faire au fil de l'eau en fonction des besoins de l'établissement et qui devront être, là, ces données, actualisées en fonction de l'évolution des produits que le laboratoire sera amené à proposer. Donc les échanges de données ou e-catalogue se font essentiellement aujourd'hui par des fichiers Excel, même là parfois en papier, et en amont pour la plupart là, des établissements, il y a quand même un échange qui se fait par des outils informatiques qui s'appellent Epicure et Eurydice, où je dirais ces 2 outils arrivent à se parler et à échanger des informations sans qu'il y ait trop de ressaisie. Donc juste ensuite, je vous ai présenté là des captures d'écran ou des supports au sein desquels on échange certaines informations. Ici, c'est un écran d'Eurydice où vous avez en haut à gauche la liste des lots qui sont appelés par un établissement et sur lequel un laboratoire va pouvoir la répondre avec un nombre de données relativement faible, puisque ça sera le prix, quelques informations sur le produit proposé, mais on échange des données faibles en liaison avec le contrat qu'on est en train de mettre en place. Donc, mais ça, ce n'est pas le cas, je dirais, général, puisque ici, vous avez les critères qui sont demandés aujourd'hui par l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'items qui correspondent aux fournisseurs, mais d'autres qui correspondent aux produits.
Donc je vous laisse imaginer là, ces fichiers Excel à saisir. Et ici, je vous en ai remis d'autres où là, on a encore, l'un c'est celui en partie supérieure, c'est la Générale d'acte de santé, où là, on est contraint de remplir certains fichiers et d'échanger avec eux certaines informations dans des formats que eux souhaitent par rapport à leurs outils informatiques. Et enfin, en bas, c'est une centrale qui, là, c'est la version exportée, puisqu'on doit aller sur un intranet à certains horaires pour renseigner certains fichiers. Et je dirais que eux après exportent et intègrent à leurs outils. Donc vous voyez que vouloir la travailler aujourd'hui avec les hôpitaux pour un fournisseur, c'est pas simple. Il n'y a pas une solution, et même si les données sont relativement identiques, elles sont assez limitées. Et dans tous les cas, je dirais, il faut saisir et ressaisir certaines informations avec c'est du temps passé et un risque d'erreur important. Voilà pourquoi on arrive sur des pilotes et sur les solutions évoquées. Donc, je crois que c'est Joël qui... Donc oui, on souhaitait effectivement qu'on vous montre ce retour vers le futur. Là, vous voyez un peu en 2013 comment peuvent se passer un certain nombre de choses. C'était important que Franck puisse le montrer. Et donc on passe à l'aspect hôpital et donc comment on voit ça depuis l'hôpital. Là, on montre simplement que par rapport à ce que Franck vient de montrer avec les données très très limitées qui pour l'instant sont échangées entre le labo et l'hôpital, en fait, il y a beaucoup plus de données qui auraient un intérêt à être échangées. Et en l'occurrence, voilà le fichier que nous utilisons dans les pilotes pour qu'il y ait beaucoup plus de données que le labo puisse envoyer à l'hôpital. Et donc, on a en particulier... dans ce tableau, beaucoup plus que ce qui se passe pendant un appel d'offres. Il y a en fait des données produits, des données santé, des classifications, de la logistique, des éléments sur le fournisseur lui-même, du côté de tarification, d'un point de vue standard, et ensuite des données spécifiques au client, avec le marché et le prix, et en fait la possibilité, lorsqu'on fait des échanges entre les fournisseurs et les hôpitaux, soit d'avoir l'ensemble de tous ces pavés de données, soit d'avoir ceux de la zone jaune et de ne pas mettre les éléments spécifiques aux clients. Mais en tout cas, il s'agit ici de au moins 150 données, et bientôt probablement plus, qui peuvent ainsi passer automatiquement du fournisseur à l'hôpital et ensuite être actualisées au fur et à mesure de l'appel d'offres, qui dure 2 ou 3 ans, de façon à ce que l'hôpital bénéficie de données sûres sur le produit et de pouvoir travailler. Donc c'est un peu par opposition aux écrans que Franck a pu montrer sur ce qu'il y a actuellement comme très faible échange entre laboratoire et hôpital. Alors justement, on en passe à l'hôpital et donc avec Joël qui va nous montrer pourquoi c'est si important pour l'hôpital d'avoir plus de données qui sont échangées. L'objectif est de vous présenter vraiment les besoins de l'hôpital. On a des forts besoins des hôpitaux, comme vous pouvez l'imaginer. La dématérialisation est au cœur de nos sujets actuellement. Que ce soit dans un cadre... Voilà. Que ce soit d'un côté contraintes financières et réglementaires. Vous savez tout que l'État nous force et nous oblige à passer sur la dématérialisation très rapidement. Donc on a des contraintes financières, réglementaires, mais aussi, comme on l'a dit déjà, comme on l'a déjà évoqué, par rapport aux besoins pour les soins des patients. Donc les deux ensemble sont très importants dans les hôpitaux. Donc au niveau contraintes, je dirais financières, j'en parlerai d'un point qui est très important. C'est, je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est jamais l'hôpital qui paye les fournisseurs. Nous avons une entité au niveau de l'État, qui est le Trésor public, qui paye les factures que nous adressent les fournisseurs. Actuellement, on est en lien, souvent papier, entre l'hôpital et le Trésor, qui le Trésor doit payer les fournisseurs. Donc on a un objectif et une contrainte pour 2015, c'est que tous les liens entre le Trésor public et l'hôpital soient dématérialisés. Donc ce point-là est très important. Et ce qui va nous permettre, parce que nous ne pouvions pas le faire jusqu'à présent, on va pouvoir ainsi dématérialiser la facture et tout le processus de paiement entre le fournisseur, le Trésor et l'hôpital. Le prérequis à tout ça, pourquoi j'en parle, c'est pour faire le lien bien sûr avec le catalogue, c'est comment bien facturer, comment bien payer un fournisseur si on n'est pas d'accord sur la référence du produit, sur ses caractéristiques financières et même qualitatives des fois du produit. Donc si on n'a pas un modèle de données commun, si on ne partage pas les mêmes informations entre fournisseurs
et hospitaliers, nous ne pourrons pas facturer facilement. Ils ne pourront pas nous facturer facilement et nous, on ne pourra pas payer facilement et rapidement le fournisseur. Donc le prérequis est vraiment le référentiel produit et on parlera bien sûr de catalogue. L'autre besoin, c'est un point aussi important, c'est comment améliorer la qualité d'information vers nos applications informatiques de soins. C'est un point très important. Que se passe-t-il à l'heure actuelle dans les hôpitaux? Des ressaisies d'informations dans tous les systèmes. Très peu de communication entre les systèmes d'information. Pour votre information, dans les hôpitaux, dans des CHU, nous avons entre soixantaine et une centaine d'applications informatiques. Et donc, je dirais plus de la moitié ont un référentiel produit à l'intérieur. Donc comment améliorer, avoir de la qualité de données si on n'améliore pas cette communication et la traçabilité de toutes les modifications de produits. Donc un point important, comment amener l'information. Et là, un point très important, c'est qu'on va pouvoir amener à travers le catalogue de communiquer aux applications financières les informations nécessaires au côté gestion, mais aussi la même donnée, parce que des fois elles sont communes, une tarification T2A ou autre, pour ceux qui connaissent, elle intéresse l'application financière, mais aussi l'application médicale, pour savoir quel est le produit que je dois utiliser par rapport à un autre. Donc c'est important. La prescription, avoir ces données financières aussi à l'intérieur. Comment communiquer cet ensemble d'informations vers les applications médicales de l'hôpital. Donc un point très très important est toujours être sur la même base de données, toujours le même référentiel, et on parle aussi de e-catalogue. Alors un point important, qu'il faut une vigilance que l'on a dans les hôpitaux, c'est pas parce qu'un fournisseur nous adresse son catalogue qu'il est forcément bon. Je ne dis pas au niveau données, parce que la qualité de la donnée, c'est bien sûr le fournisseur qui connaît bien sa donnée. Une molécule, ce n'est pas nous qui la connaissons mieux que lui, bien sûr. Mais est-ce qu'on a le droit d'intégrer cette donnée-là dans l'hôpital? Par rapport à des contrats des marchés, on ne doit pas accepter des produits dont le contrat a été signé avec notre fournisseur. Donc tout catalogue qui est soumis par un fournisseur doit être en phase de validation dans l'hôpital pour accepter ou pas accepter le catalogue. Donc le processus, même si on a un catalogue électronique, on a un processus de validation du catalogue qui nous permet de valider si toutes les données indispensables pour les systèmes d'information de l'hôpital sont correctes à l'intérieur et que ce soit, est-ce qu'il en manque, est-ce qu'il y en a trop, pour qu'on puisse faire un retour au fournisseur. Votre catalogue, il est très bien et nous l'acceptons. On peut vous informer dès à présent qu'il sera disponible pour l'ensemble de nos applications informatiques. Donc un point très très important dans le processus de gestion des catalogues. Alors pour cela, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que vous imaginez, interconnecter avec les catalogues une centaine d'applications dans chaque hôpital, c'est pas facile et beaucoup de sources d'erreurs. Alors ce que nous avons fait depuis plusieurs années, nous avons commencé même en 2004-2005, donc c'est une longue histoire. Nous avons monté des solutions informatiques de collaboration avec les fournisseurs et avec nos systèmes informatiques. Donc nous avons monté une plateforme, je dirais, nationale pour les CHU et grands CH, qu'on a nommé, la dernière version, on l'a nommé PAD, portail d'approvisionnement dématérialisé, entre guillemets, qui permet dès à présent d'avoir une très gros CHU et CH, d'être interconnecté avec cette plateforme-là. Ça veut dire quoi? C'est que les catalogues qui arrivent par PayPal, par exemple, peuvent être aiguillés vers cette plateforme-là, et après, la plateforme s'occupe de l'interconnexion avec les systèmes d'information de l'hôpital. Donc ça, c'est un point important. Alors, cette plateforme, avant d'aller dans l'objectif, elle a plusieurs missions. Elle doit servir à la dématérialisation de l'ensemble des pièces d'exécution de marché. Donc, du besoin, parce que certaines applications ont des besoins de réapprovisionnement, gestion de stock, mais une prescription, quel produit je prescris, comment, si c'est une livraison directe dans le service, dans le bloc opératoire, mais comment j'achemine ma demande rapidement vers le fournisseur pour qu'il me livre très rapidement et au bon endroit dans le bon bloc opératoire, ça peut arriver dans certains cas de figure. Donc ça part vraiment du besoin, ça va tout le processus bien sûr d'approvisionnement, mais aussi un point de plus en plus important, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de la normalisation et d'utilisation de GS1, c'est d'avoir la bonne information et de pouvoir être livré au bon endroit et correctement. Donc tout le processus logistique de réception qui va être basé sur le même référentiel. On n'y passe pas assez, mais c'est de plus en plus important pour les hôpitaux, et de plus en plus avec HAD, la problématique de livraison des produits, même de prestations, parce qu'on va beaucoup plus loin, adresser la bonne prestation au bon endroit par rapport à l'HAD, c'est très très important pour des gains et pour de bons soins des patients.
Et bien sûr, un dernier point qui est sur la gauche, la dématérialisation de la facture, qui est un point bien sûr clé pour des gains de processus et des gains de ressources. Vous savez bien que nous devons faire des économies, donc c'est un point très important dans les hôpitaux. Alors, le référentiel, simplement pour le montrer, ce qui est important, c'est qu'on a notre plateforme centrale, donc tous les hôpitaux, les 13, récupèrent ce référentiel dans leur système d'information. Donc on a normalisé nos échanges et on demande à nos prestataires informatiques de pouvoir interconnecter leur système. Donc l'hôpital, c'est une ville, donc nous avons tous les métiers dans une ville. Quelques noms, on a des outils de prescription, normal par rapport aux patients, mais nous avons des applications de restauration, de l'injurie, des travaux. Alors, nous avons tous les métiers de la ville, je dirais, dans l'hôpital. Donc il faut pouvoir intégrer ce référentiel par rapport aux besoins de l'hôpital. Deuxième élément aussi qu'on peut avoir, qui est un peu plus technique, on appelle, je ne vais pas employer le terme punchon, mais on peut sur cette plateforme aller chercher l'information quand on en a besoin. Donc on peut dire à une application métier d'hôpital, de prescription, et si vous voulez avoir une information sur la fiche produit, vous pouvez y accéder et aller sur notre portail, bien sûr informatique, hein, ce n'est pas de connexion en dehors du système d'information, mais pour aller voir la fiche produit sur le portail, pour avoir des compléments d'information sur le produit lui-même. Donc ça c'est un point important pour avoir vraiment la fiche produit au moment qu'on a besoin d'utiliser le produit, ça c'est un point très important. Alors ça c'est plus technique, je m'arrêterai là-dessus, mais c'est important et je vais partir de la dématérialisation de la facture parce que c'est un point aussi très très important. On a des gains importants dans les hôpitaux et c'est notre élément de base, je dirais, c'est réduire nos coûts de gestion. On ne va pas le cacher, il faut qu'on divise énormément nos coûts. Donc la dématérialisation de la facture est un point essentiel, je dirais, on nous le demande au niveau national. C'est de pouvoir, comme l'État le fait actuellement, je dirais on a la même vision que l'État pour toutes ces administrations, l'éducation nationale ou d'autres entités de l'État, c'est de pouvoir fournir aux fournisseurs différents modes de dématérialisation de la facture. Donc on va pouvoir offrir aux fournisseurs de pouvoir accéder, vous le voyez en haut à droite, sur un portail qu'on mettra à disposition des fournisseurs pour venir dématérialiser sa facture. Donc il pourra y stocker sa facture électronique, PDF ou autre, pour pouvoir la dématérialiser, ça c'est un point important. Mais il pourra aussi, bien sûr, on va intégrer les factures électroniques des fournisseurs. Et ce que nous faisons pour être des gains, parce qu'on sait que tous les fournisseurs ne pourront pas dématérialiser leurs factures, on a prévu même dans les hôpitaux, pour gagner un processus, de numériser la facture et pouvoir faire la reconnaissance du contenu pour pouvoir transformer une facture papier en facture électronique. Donc c'est dans nos process en place actuellement dans certains hôpitaux. Et bien sûr, le point important, c'est de pouvoir récupérer des fournisseurs un maximum de factures électroniques aussi, bien sûr. Ce qui est important, on va jusqu'à la dématérialisation complète. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a mis en œuvre un processus qui permet même de dématérialiser la gestion des litiges avec un fournisseur. Donc ça permet, une facture des fois elle n'est pas correcte par rapport à notre commande, par rapport aux réceptions. Donc on peut même passer en phase de règlement des litiges en mode dématérialisé. Donc de gérer, et que c'est reconnu par le Trésor public, de gérer nos litiges par voie électronique. Et une fois que la facture est validée, on peut arrêter sur un élément très important, c'est bien sûr intégrer dans nos systèmes comptables, qu'on appelle nos systèmes de gestion économique et financier, les bons à payer, parce que ce n'est pas l'hôpital qui paye, c'est le Trésor public, mais aussi adresser nos factures dématérialisées au Trésor public. Et ça c'est un point important pour nos fournisseurs, c'est qu'on pourra avoir du Trésor public un retour électronique pour mettre sur notre portail l'information quand c'est que le fournisseur sera payé par le Trésor public. Donc on en est sur une phase globale de processus dématérialisé, du besoin jusqu'au paiement du fournisseur par le Trésor public, sur un portail unique. Alors un élément qui est important aussi, qui vient juste de sortir, donc il n'est pas sur ce transparent-là, on l'a validé la semaine dernière, et le catalogue électronique, dans cet élément-là, il va même être reconnu par le Trésor public, et chaque version de catalogue électronique qui sera soumise par les fournisseurs pourra être intégrée comme pièce de marché, être communiquée au Trésor public comme élément du marché, servant d'avenant d'évolution des marchés, parce qu'en règle générale, les marchés avec les fournisseurs sont établis sur 3-4 ans, avec réactualisation des prix, souvent annuels, mais des fois ça peut être davantage ou moins, en fonction des marchés, qui permet de servir de dématérialisation, cette voie de communication catalogue, pour que le Trésor public ne nous donne plus des documents papier signés en triple exemplaire par le fournisseur, par l'établissement et des fois par le trésorier. Donc de pouvoir être de bout en bout une dématérialisation globale de tous les éléments d'exécution des marchés. Wow. Joël finit même par un scoop. Voilà. Donc c'était juste parce qu'il y avait l'Université d'e-Santé cette semaine, on avait demandé à l'État de se mettre d'accord la semaine dernière, hein, c'est juste quelque chose qu'on attend depuis 2 ans et qui est arrivé donc la semaine dernière. Bravo pour le scoop. Donc on revient à côté fournisseur.
Voilà. Avec Guillaume. Parce que face à tous ces enjeux que Joël nous a décrits comme tout à fait à la fois légitimes et notre souhait d'accompagner nos partenaires hôpitaux, et du coup, nos enjeux, c'est d'abord d'être capable de transmettre une information qui soit fiable et qui soit maîtrisée, et ce qui n'est pas forcément le cas. Ensuite, pour nous, le catalogue électronique, comme le disait aussi Joël, c'est le préalable au référentiel produit, un référentiel produit commun qui va permettre du coup une commande électronique qui sera sans erreur et une facture électronique qui sera elle-même aussi sans erreur. Pour le fournisseur, donc il va falloir structurer ces bases de données au format et à des standards internationaux, tels que GS1 par exemple, comme évoqué. C'est un peu une révolution, hein, alors c'est l'adoption de standards GS1 dans les univers de la grande distribution, par exemple, c'est quelque chose qui est déjà en place depuis longtemps, mais dans la santé, c'est pas encore, on n'en est pas encore à cette étape-ci, et donc c'est une révolution en soi. Ensuite, l'enjeu pour nous, c'est vu les usages qui vont être faits de ces informations, si on donne l'information dans un e-catalogue à l'hôpital que tel produit contient du latex, le fait que ensuite ce dispositif soit utilisé pour opérer un patient allergique au latex donne un caractère vraiment critique à cette donnée. Et du coup, des notions de responsabilité aussi, de transmission de cette information sont à éclaircir, que ce soit donc, lors de l'émission bien sûr de l'information par le fournisseur, mais aussi ensuite par chacun des acteurs de la chaîne, pour qu'ils assument chacun leur part de responsabilité de l'information. Et ce qui implique du coup au final une mutation un peu de notre rôle de fourniture, puisqu'on n'est plus simplement du coup un simple fournisseur de produits ou de solutions, mais on devient un fournisseur de produits et des flux associés, que ce soit de l'e-catalogue, que ce soit de la commande EDI, que ce soit de la facture, de l'e-facture. C'est maintenant le couple vraiment produit et flux qu'il faut intégrer. Alors pour un fournisseur tel que Bebron par exemple, qui est un fournisseur, donc un groupe multinational qui est assez peu connu du grand public parce qu'il est très porté sur l'univers hospitalier. Mais pour donner un ordre d'idée, on a 36 000 articles en portefeuille, rien qu'en France. Donc ça implique forcément une gestion automatisée des informations. Du coup, je voudrais tordre le cou aussi à une idée comme quoi les grands groupes tels que Pierre Fabre ou Bebron ne sont pas forcément les plus avantagés pour justement bâtir ces e-catalogues, parce que les informations de production, par exemple, peuvent se trouver dans des pays différents que la France, parce que les fonctions des affaires réglementaires peuvent être aussi dans d'autres pays que la France. Enfin, ça peut être extrêmement complexe d'arriver à rassembler les informations qui sont demandées par nos clients hospitaliers. On a aussi des réglementations locales différentes, mais on n'a souvent qu'un seul système d'information. Donc gérer les codes LPP en France, gérer des codes de remboursement distincts dans d'autres pays. Et puis également, bien sûr, on parfois sous-traite. Hein, on peut être distributeur aussi d'un dispositif médical où on peut sous-traiter cette activité de production. Et donc il faut arriver à collecter cette information et à la structurer avec nos fournisseurs également. Donc la première étape, c'est de définir, de structurer cette base de données et puis de définir qui va être responsable d'alimenter ces données et de la mettre à jour. Et bien sûr, pour des fournisseurs, ça passe le plus souvent par l'adoption de solutions logicielles de Product Information Management et qui sont parfois onéreuses. Et vu qu'on doit se mettre en marche pour 2015-2016, c'est dès maintenant qu'il faut s'en préoccuper. Et puis après, une fois qu'on a défini qu'à l'intérieur de l'entreprise, on est capable de fournir nous-mêmes ce e-catalogue, une fois qu'on l'a structuré et bâti, faut se poser la question de à qui va-t-on le diffuser. Et notamment, il y a des projets parallèles qui se télescopent un peu avec le projet de l'UDI qui a pour objectif de donner un identifiant unique à chacun des dispositifs médicaux.
et qui nous va obliger les distributeurs, les fabricants plutôt, de dispositifs médicaux à déclarer chacun de leurs DM aux autorités réglementaires, donc la FDA par exemple aux États-Unis ou EDAMED en Europe. Donc, à qui va-t-on distribuer ce e-catalogue? Est-ce que c'est à ces autorités réglementaires seulement, bien sûr à nos clients? Et dans ces cas-là, à quel niveau ensuite va-t-on le faire? Est-ce que c'est des informations qu'on va alimenter depuis la France, ou est-ce que ça peut se faire à un niveau européen ou à un niveau mondial? Et enfin, avec quel partenaire? PayPal, GDSN, bien sûr, ou d'autres. Je laisse la parole pour la dernière slide, François ou... Oui. Alors, on va effectivement terminer par quelques éléments d'avenir. Effectivement, vous avez vu à la fois le problème tel qu'il se pose, avec pour l'instant des données que les laboratoires pharma et les fabricants de dispositifs médicaux ont du mal eux-mêmes à gérer dans leur base de données pour des raisons bien compréhensibles. Les hôpitaux qui ont un mal fou à obtenir les données et à les actualiser. Donc vous avez vu toutes ces complexités. Et puis vous avez vu qu'il y a des programmes qui permettent d'aller vers des solutions. On va terminer cette présentation par une petite démonstration. Tant qu'à vous parler des pilotes, eh ben, on va vous en montrer un. On est un peu sans filet, hein. On parle de démat, on parle de faire des choses de très loin. Donc là, les gens avec qui on travaille à Amsterdam, en l'occurrence, sont au bout de la WebEx. Et on va donc essayer de vous faire une petite démo de comment un fichier peut être transformé petit à petit pour passer d'un fournisseur à un hôpital et inversement. Bonjour à tous. Nous allons visualiser les transferts dématérialisés qui ont eu lieu en décembre lors du pilote PayPal entre le CHRU de Montpellier et Baie-Braunes et qui est maintenant adapté pour le pilote Île-de-France et le pilote Pierre Fabre Cahors. Nous nous situons au moment où l'hôpital a choisi son fournisseur et où un fichier catalogue va être constitué, fiabilisé, formaté et envoyé sous le contrôle du fournisseur dans le réseau PayPal. Ce fichier sera reçu par l'hôpital et intégré dans son système d'information. Et nous allons vous montrer les écrans utilisés par chaque acteur depuis un navigateur. Afin de dérouler la démonstration, nous allons utiliser ce petit workflow. En haut à gauche, l'arrivée du catalogue fournisseur, c'est la première étape indispensable. Le catalogue fournisseur nous est envoyé sous forme d'un fichier propriétaire ou d'un fichier normalisé. Il est intégré dans la plateforme et va permettre de constituer les catalogues demandés par les hôpitaux. La validation de l'appel d'offres, fichier Eurydice, est le second fichier qui rentrera dans la plateforme. L'arrivée de ce message dans la plateforme alimentera l'écran avec les informations du catalogue, alimentera l'écran qui permettra au fournisseur de valider ou de rejeter la demande de catalogue et la demande de création du catalogue vers l'hôpital. Le catalogue est rejeté, le workflow s'arrête sur une notification de rejet vers l'hôpital. Le catalogue est arrivé, le catalogue est validé, pardon, va générer le catalogue, va émettre ce catalogue sur le réseau PayPal afin qu'il soit livré au destinataire dans le format souhaité. Pour voir l'ensemble du scope, puisque une partie se passe sur la plateforme de transformation et une autre partie se passe sur l'Access Point PayPal de Cartena, nous allons avoir besoin de deux vues simultanées. À gauche, la plateforme de transformation
Sur cette plateforme arrivent les messages, ils sont intégrés, stockés dans la base de données. C'est cette plateforme aussi qui va générer les écrans web auxquels accéderont les différents acteurs. Sur la partie droite de l'écran, la machine qui représente l'access point de Cartena et sur laquelle nous allons voir passer le catalogue en direction de l'hôpital. Je vous ai indiqué que les catalogues arrivaient sur la plateforme dans des formats propriétaires ou des formats normés. Ici, nous avons un format propriétaire Bebron qui est un simple Excel comportant un certain nombre d'onglets, et vous allez voir dans l'onglet Data simplement un certain nombre d'articles que vous reconnaîtrez sans doute. Alors, le chargement des 40 000 lignes de ce catalogue prenant un petit peu de temps, il a été fait préalablement. Mais le catalogue arrive, il est consommé par la plateforme et intégré en base de données. Les données qui ont été intégrées vont être utilisées pour générer le catalogue en sortie. Le format Eurydice, qui est le deuxième message entrant dans la plateforme dans notre exemple, concerne une offre de marché pour 3 produits. Voilà, et je vais simuler la réception de ce message simplement en le glissant dans le répertoire ci-dessous. Je vous ai dit que le fournisseur pouvait valider ou rejeter le fichier via un écran web. Je vais me connecter via ici un navigateur Explorer sur cet écran web. L'écran est bien sûr protégé. Voilà. Je vais simplement le réduire un petit peu. Donc, à ce stade, nous avons le fichier qui va déclencher la demande de catalogue. Nous avons l'application dans laquelle le fournisseur va pouvoir valider ou rejeter la demande de catalogue et l'entrée du réseau PayPal sur laquelle nous devrions voir apparaître un message. Je vais supprimer celui-là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous devrions voir apparaître un message lorsque le catalogue aura été validé par le fournisseur. Allons-y. Je glisse le message Eurydice ici. Il a été consommé, ça va très très vite. Il a été consommé par la plateforme. Il apparaît maintenant dans l'écran de validation des demandes de catalogue avec un statut non validé. Alors, s'il faut vous convaincre que le format Eurydice correspond bien à l'écran, on retrouve ici l'ID Epicure comme identifiant principal. Le fournisseur va pouvoir valider ou rejeter son écran. Donc ici, je vais valider l'écran. La demande est contrôlée, le catalogue est constitué, la connexion avec le réseau PayPal effectuée, et nous voyons apparaître 2 nouveaux fichiers ici sur le point d'entrée du réseau PayPal. Alors pourquoi 2 fichiers? Il y en a un qui constitue en fait un en-tête avec l'émetteur, le récepteur, le type de message, et puis un autre qui est le message lui-même, qui reprend toutes les informations de catalogue qui sont nécessaires. Et on voit que le message catalogue comporte beaucoup plus d'informations que le message de demande initial. Le message est bien rentré sur le réseau PayPal. Il va être routé et livré via l'Access Point au destinataire final.
qui pourra l'intégrer dans son système. Je vous remercie. Donc, au travers de cette conférence, nous avons vu les différents aspects de ce qui rend possible cette interopérabilité entre l'hôpital et ses fournisseurs. Je pense qu'il est important, dans cette conclusion, de rappeler pourquoi c'est difficile et quelles sont les solutions qui ont été amenées. Difficile, on a vu comment les laboratoires et les fabricants d'EDM ont de la difficulté à avoir une base de données qui soit au format nécessaire pour pouvoir être transférée. On a vu comment l'hôpital a tout un patchwork de systèmes d'information et donc une difficulté lui-même à avoir les mêmes données dans tous les systèmes et encore plus à recevoir les données en amont pour que ces données puissent aller dans l'ensemble des systèmes. Par contre, on vous a montré surtout, après vous montrer que c'était difficile, qu'il y avait des solutions. Les solutions, eh bien, c'est le fait qu'il y ait maintenant des standards internationaux de données qui permettent d'avoir un code commun pour que les gens échangent leurs données, pour accrocher les données et pouvoir se les transférer. On a parlé de JS1 en particulier, on a parlé de eClass et en l'occurrence, on a bien montré au travers de PayPal qu'il y avait aussi une volonté politique, en l'occurrence de la Commission européenne, pour réussir ces éléments, sachant qu'il y a toujours besoin de ce push de façon à ce que les gens se mettent d'accord sur les différentes parties. Alors effectivement, le schéma que vous voyez actuellement à l'écran montre les échanges qui sont prévus dans le pilote PayPal et que Cartena a rendu possible avec sa plateforme. Donc d'un côté, vous voyez le fournisseur qui va envoyer les données à Cartena et Cartena va vérifier si le fichier est parfait pour être envoyé à l'hôpital ou s'il y a lieu de le corriger, de le modifier de façon à ce qu'il soit parfait. Bien sûr, Cartena ne prendra jamais la responsabilité d'envoyer à l'hôpital sans que ce soit validé par le fournisseur. Donc nous retournons bien sûr les corrections au fournisseur. Et une fois que le fichier est parfait, eh bien, il est envoyé à l'hôpital et l'hôpital va donc pouvoir l'incorporer, le prendre en compte et, comme on l'a souligné plusieurs fois, de plus, il y aura actualisation de ces données. Donc le tuyau, ce n'est pas seulement au départ pour envoyer les données, c'est aussi tout au long des 2 ou 3 ans où le fournisseur fournira à l'hôpital, les données, quand elles ont à changer, sont actualisées et l'hôpital, pour ses processus, au bloc opératoire, au lit du patient, va bénéficier toujours des données sur les produits. Savoir qu'un produit, comme l'a dit Guillaume Lepeu tout à l'heure, il y a du latex dedans, donc si le patient est allergique au latex, il faut faire attention. Savoir que certaines données du produit ont changé et donc en déduire ce qu'il faut pour le patient ou pour le bloc opératoire. Donc c'est toute cette chose-là, tout cet univers de qualité des données et de qualité du soin au patient qui est ouvert grâce aux solutions. Solutions à la fois de standards internationaux, de grands programmes européens, et puis la solution technologique, puisque je pense qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas les capacités technologiques pour faire ce travail sur cette bonification des données. Les outils maintenant le permettent, et donc c'est tout un univers qui s'ouvre. C'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui.